Venkmar 2026, nous sommes dans la 5e année, jour 25 depuis le début de l'invasion totale. Bienvenue, je vous présente le rapport de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous examinerons à la fois l'offensive locale ukrainienne et l'offensive russe sur le front de l'Est qui se déroulent actuellement en parallèle. Nous allons aussi analyser une frappe de drone sur un hélicoptère de combat en vol et identifier précisément l'appareil car c'est intéressant. Et bien sûr, nous examinerons beaucoup d'autres choses importantes, comme toujours dans le rapport quotidien sur la situation. N'hésitez donc pas à vous abonner pour ne rien manquer. Soutenir la chaîne gratuitement, c'est probablement le plus important. Les forces russes testent un nouveau système de défense anti-drone, installé sur le lance-grenade sous le canon des fusils d'assaut AK. Contrairement aux solutions précédentes tirées par le canon, ce système utilise la plateforme de lance-grenade existante, rendant le remplacement pour les fantassins plus pratique et l'utilisation plus facile. Parce qu'on le connaît déjà et qu'on peut le remplacer rapidement, ou bien le monter sur n'importe quel AK, c'est-à-dire le fusil d'assaut standard du côté russe. Le principe est relativement simple. Un filet est tiré, qui se déploie tout seul dans les airs et doit attraper le drone, comme nous l'avons déjà vu lors des essais précédents. La taille du filet indiqué est d'environ 4 sur 4 mètres, avec une portée effective de 30 à 40 mètres, mais au maximum 55 mètres, au-delà de laquelle il n'est plus efficace. D'un point de vue tactique, cela montre surtout une chose. La menace posée par les drones est désormais si grande que même au niveau du tireur individuel, des mesures de spécifiques contre les drones sont développées. Car auparavant, nous avions aussi étudié des fusils ou lance-filets. Mais ceux-ci n'étaient distribués qu'aux spécialistes des drones, ou aux tireurs anti-drones, pour ainsi dire. En même temps, ce système montre aussi ses limites. La portée reste très faible. La fenêtre temporelle pour l'utilisation est extrêmement courte et le tireur doit bien sûr repérer visuellement le drone, le viser correctement et il ne doit pas non plus le laisser lui échapper. Ainsi, ces systèmes peuvent intervenir ponctuellement, par exemple contre des drones à courte distance. Mais ils ne remplacent pas une défense anti-drone complète. Ils sont plutôt le tout dernier recours à courte portée, lorsque les contre-mesures électroniques ou d'autres systèmes de défense ne fonctionnent pas. L'armée russe constate que les anciens schémas de combat ne fonctionnent plus vraiment face à la guerre des drones. Ce qui pouvait être dissimulé par des arbres, des reliefs ou des filets de camouflage est désormais presque toujours visible avec la surveillance aérienne permanente. L'Ukraine réagit à cela avec un concept de défense nettement adapté. Au lieu de compter fortement sur des couvertures naturelles, les zones de défense sont délibérément aménagées à découvert afin de permettre une visibilité maximale et ainsi une détection précoce des cibles. Des champs ouverts, des arbres clairsemés et des zones de défense structurées font que les forces attaquantes ne peuvent presque plus s'approcher sans être vues. En même temps, ces espades sont naturellement échelonnées en profondeur. Plusieurs lignes de défense s'entremêlant désormais, un problème que les Ukrainiens n'ont malheureusement pu résoudre que récemment. Elles sont souvent fixées à des obstacles naturels, comme des rivières et zones boisées, dont elles profitent pour utiliser la couverture et les caractéristiques du terrain. Cela crée un système de zones d'action qui se chevauchent, permettant de détecter tôt les assaillants et de les combattre depuis plusieurs directions. Que ce soit par l'artillerie, les drones ou la défense anti-char à proximité. L'essentiel ici reste l'adaptation aux champs de bataille modernes. Ce n'est plus le camouflage au sens classique qui est au centre, mais plutôt le contrôle de la visibilité et son exploitation ciblée. Celui qui voit en premier peut agir en premier. Et c'est précisément ce nouveau type de défense que l'on cherche à mettre en place ici. Les rapports actuels l'indiquent, et nous l'avons vu dans les derniers bilans de situation. Si vous regardez le titre d'hier, vous le verrez de toute façon. Tout indique en effet que l'offensive russe du printemps 2026 a en fait déjà commencé. Cependant, la percée rapide attendue n'a pas eu lieu, comme souvent lors des offensives russes. Souvent, il ne se passait d'abord rien du tout, puis, parfois des gains de terrain qui, pour eux, allaient un soi-disant vite, et ensuite tout stagner, comme cela a été le cas à chaque fois maintenant 4 dernières années. Ce qui frappe, ce sont les pertes humaines toujours élevées, signe que la Russie mise encore sur la quantité pour exercer une pression sur le front. Nous l'avons déjà vu hier, encore un chiffre record, surtout pour cette année, avec 1710 pertes qui ont été signalées du côté russe. Nous sommes maintenant à un niveau similaire, ce qui signifie qu'ils sont toujours en attaque, car pendant l'hiver, nous avions constaté beaucoup moins de pertes. À certains moments, nous étions même autour de 800 à 900 pertes, ce qui est déjà extrêmement peu pour le côté russe. Mais ils n'étaient pas non plus en attaque permanente, et maintenant ils ont lancé une nouvelle offensive, ce qui se voit surtout dans les chiffres des pertes. C'est donc toujours un bon indicateur pour voir à quel point ils attaquent, même si bien sûr ce n'est pas le seul facteur déterminant, mais on peut vraiment s'en servir comme une petite ligne directrice.
L'accent est cependant mis principalement sur l'oblast de Donetsk, tandis que le front sud ne joue actuellement qu'un rôle très secondaire, comme c'est le cas la plupart du temps. L'Ukraine aussi, d'ailleurs, est présente sur le front sud. Je peux te montrer sur la carte, ici dans la région de Zaporijia, c'est là-bas. Là-bas, ils ont érigé une vaste ligne de défense l'an dernier, parallèle à celle de Sorovitchen, située ici. Ici, tu peux encore voir quelques constructions défensives du côté russe. Ce sont celles de l'année 2023. Je ne les ai pas vraiment mises à jour depuis, car cette zone est devenue plutôt insignifiante. L'Ukraine a construit la même chose ici en haut, donc un réseau de défense assez complexe, dans lequel beaucoup d'argent et de matériel ont été investis. En même temps, il y avait ici, le long du Donbass, une autre ligne de défense, à savoir la ligne Dnipro. C'est pourquoi il n'est pas si surprenant que les Russes n'attaquent non pas autant ici dans le sud, dans la région de Zaporijia, ou que cette zone joue un rôle un peu secondaire. Ils veulent surtout atteindre leurs objectifs de guerre, ou du moins l'un de leurs objectifs de guerre, car jusqu'à présent, ils n'en ont encore atteint aucun. Mais l'un de leurs objectifs, c'est l'occupation ou la libération du Donbass, et ils ne l'ont toujours pas libéré ou occupé. Cette guerre dure depuis 4 ans et l'un de leurs objectifs est de conquérir toute cette zone, ce qu'ils tentent avec cette offensive. Hors de ce secteur du front, nous voyons surtout des attaques de diversion visant à empêcher le déplacement de forces ukrainiennes pour aider ici. En même temps, des sources rapportent également que des unités ukrainiennes continuent de réaliser des avancées locales dans la région au nord-est de Ajapol, donc un peu plus au sud-ouest de ce secteur du front. Là-bas, les Ukrainiens ont obtenu quelques gains territoriaux supplémentaires. Je ne peux pas encore les préciser, car ma carte semble toujours à jour. Cela a sans doute été signalé plus tard, ou de façon incorrecte. Le cœur des combats actuels semble, qu'il aurait cru, être les drones. Les pilotes de drones ukrainiens semblent très occupés à repousser l'infanterie russe légère motorisée, notamment sur quad ou motos. Cela mobilise des ressources qui pourraient autrement être davantage utilisées pour la reconnaissance d'artillerie. Sur le plan opérationnel, cela indique que la Russie tente à nouveau de mettre en œuvre un schéma bien connu. Une avancée depuis la région de Pokrovsk vers le nord-ouest, dans le but de former un arc de front autour de Kramatorsk. Celui-ci pourrait ensuite, comme à Avdiivka, être resserré par les flancs afin de surcharger opérationnellement les positions défensives ukrainiennes. La différence majeure par rapport aux offensives passées réside dans le déroulement actuel, sans les habituels succès initiaux. Les forces ukrainiennes paraissent prêtes et repoussent actuellement les attaques avant toute percée opérationnelle. Au final, cela donne une image connue mais jusqu'à présent peu couronnée de succès, une forte pression, de lourdes pertes, mais des gains territoriaux limités, tandis que l'Ukraine réalise ponctuellement ses propres avancées et freine du moins pour l'instant l'offensive russe. Et les drones continuent d'évoluer, devenant également une menace réelle pour les hélicoptères, ce qui devient de plus en plus évident surtout à cette distance du front avec une forte densité de drones. La destruction d'un K-52 russe à Pokrovsk le souligne de manière impressionnante. Ce type d'hélicoptère est l'une des plateformes les plus précieuses et rarement utilisées, ce qui montre l'importance actuelle de ce secteur du front et de l'avancée russe vers le nord-ouest pour la Russie. Il est remarquable et honnêtement un peu dommage que cela concerne l'une de nos chaînes préférées, ou presque. Il s'agit de Fighter Bomber du côté russe, car c'est en fait un compte relativement fiable et proche de la réalité parmi ce spectre de sources russes. Dans ce cas, il confirme certes que l'hélicoptère a été détruit, ce que nous pouvons également voir sur diverses images, mais il affirme en même temps que l'équipage serait sain et sauf. Cependant, cette déclaration est désormais en contradiction flagrante avec d'autres images montrant l'équipage tué. Mais à proprement parler, ils ont survécu au crash mais pas aux drones qui ont suivi. Nous venons d'aborder brièvement ce crash ici, mais je vais y revenir un peu plus en détail. Les forces ukrainiennes poursuivent leur opération de reconquête de la région de Dnipropetrovsk. Selon les derniers rapports, il ne reste ici que quelques forces russes isolées dans des positions résiduelles, qui, selon les Ukrainiens, sont en train d'être nettoyées. Cela signifie qu'ils continuent d'avancer ici, essaient de reprendre les positions et cherchent à rétablir un contrôle du terrain à un moment donné. Comme je l'ai dit, pour moi c'est surtout l'état actuel de la situation et de la carte. Souvent, certaines choses ne sont signalées officiellement qu'1 à 2 semaines après que je les ai déjà mentionnées ici, surtout pour les gains de terrain. L'offensive de la 5e armée russe, qui a commencé en octobre 2025, se déroule un peu plus au sud, à savoir ici dans cette zone. Elle a été stoppée en particulier par le groupement de combat autour du 225e régiment d'assaut. Depuis, les combats dans ce secteur ont clairement pris un caractère de position. Outre l'épuisement croissant des unités russes,
La contre-offensive ukrainienne sur le flanc droit, à savoir du groupe Vostok dans la région de Vervov, a également largement contribué à la stabilisation. Ce sont les contre-attaques que nous venons d'examiner. À la place, les forces russes n'ont pu réaliser que des gains territoriaux limités à l'ouest de Ujapol, en particulier dans la zone de la côte 163. Là, les unités de la 57e ont réussi. Après de longs combats, la brigade de fusiliers motorisés a pris l'est de la hauteur, tandis que la 38e avançait. La brigade a progressé le long de la voie ferrée et a occupé une grande partie du sommet, y compris les tumulus. Néanmoins, la hauteur reste disputée, car les forces ukrainiennes, en particulier le 1er bataillon de la 154e brigade mécanisée, tiennent toujours le versant nord-ouest. Un autre point focal se situe dans la région de Salitsniche, c'est ce lieu ici où les forces russes tentent de percer une position de blocage ukrainienne. Celle-ci s'étend sur plus de 10 km de long et environ 1,5 km de large à partir de cet endroit vers l'ouest. C'est celle-ci que nous avons déjà examinée la dernière fois, au niveau de la colline 133. En même temps, le côté russe montre également des tentatives d'infiltration accrues, car des soldats du 114e régiment opèrent le long de la route en direction d'Oblink et avancent de plus en plus vers Kuljepilski. Des groupes débarqués atteignent souvent la zone d'un pont détruit sur la rivière, causant des problèmes aux Ukrainiens. Des mouvements sont possibles, car une partie du front n'est pas occupée en continu. Le terrain y est délimité par des obstacles naturels et artificiels, comme la rivière au nord ou le fossé anti-char parallèle au sud. Cela crée une sorte de corridor dont de petites unités peuvent bien sûr profiter pour se déplacer discrètement. Dans la région de Kuljepilé, on retrouve un schéma classique des combats modernes. Ligne de front figée, avancée locale, infiltration intense et importance des terrains clés, sans percée opérationnelle majeure pour aucun camp. Merci aux abonnés céramiques, à l'équipe des algues, au lieutenant-colonel Renke, Silla, Dietrich, Ferdi et Mayrofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour le prochain rapport.